Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV, sur les box bien sûr, sur la chaîne YouTube et sur 01net.com. Bienvenue dans 01 Hebdo, votre rendez-vous tech de la semaine. Avec Jérôme, un 01 Hebdo exceptionnel. On est déconfiné mais à 100% là. Complètement. Et nous vous accueillons pour ce 01 Hebdo, effectivement au cœur du salon Vivatech 2021 à Paris. Voilà, regardez quelques petites images de ce salon. La vie reprend petit à petit et on est ravis de vous retrouver donc depuis ce salon, sans doute le premier salon mondial post-pandémie, en espérant qu'on soit sorti de toute cette affaire. Avec au sommaire de ce 01 Hebdo cette semaine, Jérôme. Alors, tout d'abord, nous allons vous donner quelques nouvelles du salon lui-même. Il y a eu des annonces hier, il y a eu des interventions prestigieuses. Et puis ensuite, nous découvrirons une application de guidage pour les non-voyants. Et oui, ce sera notre rendez-vous Tech Care, vous le savez, avec Orange et cette start-up Digital Buildings. Nous sommes sur le stand d'Orange, nous découvrirons les innovations en matière de 5G, cap sur la 5G ici à Vivatech chez Orange. Puis le retour des petits téléphones. Nicolas Lelouch nous parlera de ces babyphones finalement. Alors il y a l'iPhone mini, il y en a d'autres aussi. Est-ce que ça marche, tiens ? Et puis notre inénarrable Jordan Cosino a arpenté les allées du salon. Il est allé découvrir les insolites de Viva Technologies. Je crains le pire. Ouais, mon petit doigt me dit que ça va être un peu n'importe quoi. Ben voilà, vous savez tout. Merci d'être avec nous. Bienvenue à Vivatech, c'est parti pour 01 Hebdo. Hebdo en direct de Vivatech 2021, exceptionnel. Mais oui, on est très heureux de vous retrouver. C'est vrai que cette émission est un peu un symbole. Hein. Notre dernier salon, c'était au CES de Las Vegas et c'était en janvier 2015, 2020. Non janvier 2020. Alors, c'est pas si vieux que ça, mais ça fait quand même 1 an et demi. On est très heureux de reprendre une vie à peu près normal. Et ce coup d'envoi, en plus, il est français, Jérôme. Hein. Il est français, c'est le premier salon consacré à la technologie qui se tient dans le monde. Tu l'as dit, après, évidemment, 1 an d'arrêt total des activités. Tous les salons ont été annulés. L'édition 2020 de Vivatech n'a pas eu lieu. Et là, on repart sur les chapeaux de roue, 25 000 m², 500 exposants, des startups, des grosses entreprises. C'est malgré tout une édition un peu spéciale, oui, puisque c'est une édition hybride. Voilà, on va dire que c'est une édition hybride plus light, hein, bien sûr. L'année dernière, enfin plutôt en 2019, 124 000 visiteurs étaient passés par Vivatech. Cette année, il y en aura beaucoup moins. La jauge quotidienne, c'est 5 000 personnes, hein, voilà. Jérôme. Donc effectivement, on le voit, hein, on respire plus dans ce salon. Il y a moins de monde, on ne se bouscule pas. Mais malgré tout, il y a du monde, hein. On a cette impression quand même, c'est sympa. Il y a du monde, il y a des exposants et effectivement, il y a aussi beaucoup de participants qui vont suivre à la fois les conférences, les démonstrations aussi, qui peuvent également avoir des rencontres et des rendez-vous, mais tout cela à distance, en mode virtuel, on va dire, enfin en tout cas en distanciel. Et maintenant, on s'est habitué à ce mode de communication. T'as vu passer le robot là ? Eh oui, le robot Boston Dynamics, qui est venu jusqu'à Paris. Voilà, on lui fait un petit coucou. Alors, bien sûr, aussi, c'est un terrain de jeu pour les politiques, et notamment Emmanuel Macron, hein, le président, qui est venu, notre président, qui a fait le déplacement. Alors, on sait qu'il aime bien Vivatech. Hein, mais il est un peu chez lui, oui. Durant les précédentes éditions, il faisait un petit détour et il est venu pour cette édition 2021, Jérôme. Effectivement, il est venu inaugurer Vivatech. Voilà, un petit tour de stand et puis une petite présentation. C'est amusant parce que je me souviens, moi, avoir animé une conférence avec Emmanuel Macron ici à Vivatech. Mais c'était en 2016, il n'était pas encore président de la République, il était ministre. Oui. Emmanuel Macron, qu'on avait même interviewé, rappelle-toi, c'était en janvier 2016, hein, au CES de Las Vegas, dans 01 Hebdo à l'époque. Alors bon, bien sûr, Emmanuel Macron est passé, d'autres ministres, hein, Cédric O, qui est le délégué général au numérique, est passé aussi, bien sûr. Et je crois qu'il reste pendant les 3 jours, hein, Jérôme, ici, hein, Cédric O. Oui, il fait même des petites vidéos sur Twitter. Effectivement, les politiques ici sont plutôt heureux parce que c'est une ambiance positive. Hein. On est sur une dynamique où, grosso modo, tout va bien. La French Tech se porte bien. Toutes les startups de la French Tech, alors peut-être pas toutes, mais beaucoup ont grandi. Il y a aujourd'hui une quinzaine de licornes en France. Hein, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard $. Et on en attend
beaucoup plus, hein, je crois que c'est 25 à l'horizon 2030, hein, donc voilà, c'est bien. Et puis alors il y a cette souveraineté, parce que c'est aussi un peu le message ambiant, hein, la souveraineté, qu'on reprenne un petit peu le lead dans le monde de l'innovation. Voilà, ça c'est le côté plus qui fait un peu plus mal, quoi. Oui, Hein, c'est-à-dire que bon, il y a des startups, c'est super, etc. Mais et puis il y a aussi bien sûr les géants de la tech qui sont là. Il y a Google. Google n'a pas de stand cette année. Non. Ils n'ont pas fait de stand malgré tout. Il y a Microsoft. Et on sent qu'il y a des partenariats qui se nouent. Et par exemple, LVMH a conclu un partenariat avec Google pour, tout à fait, pour évidemment du cloud, hein, pour du cloud, des services de cloud. Voilà, pour du traitement de données, pour de l'intelligence artificielle. Alors, tu parles de souveraineté, c'est exactement ça. On essaye d'un côté, on s'associe avec les GAFA parce qu'on en a besoin, ils sont tellement en avance technologiquement. Et d'un autre côté, eh ben, on ne veut pas se faire totalement piller nos données, notre vie numérique, etc. Souveraineté au niveau français, mais aussi niveau européen, hein, bien évidemment. Alors voilà, donc les politiques sont passées, et puis aussi des stars de la tech sont passées, Jérôme. En tout cas en visio. Notamment Tim Cook, le patron d'Apple, qui a fait une visio d'une demi-heure avec un journaliste de Brut. Exactement, et alors ça c'est quand même un événement parce qu'on le sait, en général Apple ne participe jamais aux salons qui ne sont pas organisés par lui-même. Hein. Apple n'a jamais eu de stand à Vivatech et je crois qu'il n'y a jamais eu de speaker Apple à Vivatech. Et là, Tim Cook, pendant une demi-heure environ, interrogé à distance. Alors, on a passé en revue tous les thèmes qui sont chers à Apple et puis au monde du numérique aujourd'hui. Donc, on a parlé vie privée, on a parlé fake news, on a parlé environnement aussi. Imposition, taxes, etc. Un petit coup de griffe, hein, beaucoup de louanges, mais un petit coup de griffe quand même, et en tout cas un petit signal d'alarme de la part de Tim Cook, qui n'est pas hyper heureux de ce qui est en train de se préparer au niveau européen, qui est le DMA, qui est le futur règlement sur les marchés. Et oui, puisque le but du jeu, c'est de lutter un peu contre la concentration, contre la concurrence, contre les monopoles. Et ça pourrait avoir des conséquences, comme par exemple imposer à Apple un concurrent de l'App Store à l'intérieur de l'écosystème iPhone. Donc je t'imagine pas, évidemment, ils n'aiment pas ça. Hein. Alors évidemment, ça c'est vraiment la hantise, le cauchemar d'Apple. Alors le discours de Tim Cook, c'est de dire: on perdra en sécurité. Si demain, il y a un autre magasin d'applications, eh bien, tout cet environnement sécurisé d'Apple, de l'iPhone, de l'iPad, on le perdra. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, c'est sa posture. Hein. Voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que ça va animer très certainement les discussions entre les GAFA d'une manière générale et l'Union européenne pendant de longs mois, puisque ce règlement va mettre environ 1 an ou 1 an et demi à voir le jour. En fait. Cela dit, on n'a pas appris grand-chose concernant bien sûr. Évidemment la stratégie de Tim Cook. Hein, vous vous en doutez. Il y a quand même eu une question sur l'iPhone 13 et l'iPhone 30 même, je crois. C'est ça, qui sera meilleur que l'iPhone d'aujourd'hui. C'est incroyable. Et puis la voiture, la question lui a été posée de savoir quand arriverait la voiture Apple. Sans surprise, autant vous dire qu'on n'a pas eu de réponse. Autre star, on va dire des géants de l'Internet, qui a fait sa visio il y a quelques minutes, c'est Mark Zuckerberg, hein, Jérôme. Voilà, c'est Mark Zuckerberg qui parle à distance également, en direct à 18h ce jeudi. Et donc également une intervention assez formelle, il faut bien le dire, introduite par Maurice Lévy, le patron de Publicis et finalement grand organisateur de Vivatech. On vous montre les images de 2018, hein, puisque Mark Zuckerberg était venu d'ailleurs à Paris. Oui, il était venu effectivement en physique, en présence, en personne. Alors après, c'est aussi Vivatech l'occasion pour des constructeurs divers et variés de proposer leurs nouveautés, et notamment Renault qui en a profité pour présenter sa nouvelle entité Mobilize, Jérôme, assez intéressante, qui est entre autres destinée à l'autopartage, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une vraie tendance, un vrai fait de société. Hein. Peut-être que demain, on n'achètera plus de voitures, Jérôme, on les louera. On prendra une petite voiture pour aller en ville, on prendra une plus grosse voiture pour aller peut-être en week-end ou en vacances. Eh bien, Mobilize, c'est un peu ça. Et à cette occasion, on a découvert ce nouveau petit véhicule que vous avez vu. C'est mignon tout plein, ça. Alors, il y a deux versions, visiblement. Une version pour le grand public et puis une version un peu plus utilitaire. Pour la livraison du dernier kilomètre, tu sais. Ce sont peut-être ces petites voitures que nous verrons dans les villes dans quelques années. Écoute, ça m'a l'air plus petit que les véhicules actuels et je pense que c'est pas mal, c'est plutôt une bonne idée parce que les villes deviennent évidemment de plus en plus encombrées. Voilà, électrique bien entendu, partagé pour la version grand public, tu l'as dit. Ça s'appelle le Z-Pod.
Bon ben voilà, vivement qu'on puisse tester tout ça, Jérôme. Allez, dernière petite innovation vue à Vivatech. Oui, François, j'ai testé, je me suis pris pour un chirurgien, j'ai testé un robot de chirurgie, j'ai testé le Da Vinci. Moi, je ne veux Regarde pas être ça, ton cobaye. Hein. c'est phénoménal, c'est extraordinaire. C'est cet appareil qui est déjà en service, hein, c'est déjà implanté dans des hôpitaux, dans des cliniques. C'est pour les chirurgiens. Ça permet d'atteindre un niveau de précision exceptionnel, de sécurité dans les mouvements et de confort pour les chirurgiens. Donc tu vois l'image et puis tu manipules 2 petites pinces. Et donc j'ai procédé à une ablation de je sais plus quoi. Hein. Ouais. Voilà, c'était assez approximatif, mais c'est impressionnant. Dis-moi, est-ce que tu vas en parler dans ton nouveau podcast Monde Numérique que tu vas lancer bientôt? Oui, c'est vrai. Alors j'en profite vite fait, effectivement. Samedi, samedi. Et ce sera le premier épisode de Monde Numérique, le podcast que j'aurai le plaisir de vous présenter en solo. Mais quel bel homme. Et oui, voilà. Jérôme Et on attaque sa parlera nouvelle bien aventure. sûr de Vivatech. Voilà, on va écouter ça avec beaucoup d'attention, Et Jérôme. puis également une interview de Cédrico, le ministre du numérique, qui nous raconte des trucs qu'il n'a pas dit ailleurs. Formidable. Bon voilà, vous restez avec nous. La suite de ce 01 Hebdo avec notre premier invité qui arrive. L'invité, c'est François, le patron de l'innovation chez l'opérateur Orange. Mickaël Trabia. Bonjour Mickaël. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Mickaël Trabia. Et merci de nous accueillir ici sur votre stand à Avec Vivatech. grand plaisir. C'est avec beaucoup de plaisir. On renoue avec les bonnes vieilles habitudes et puis les bonnes vieilles habitudes des salons. Habitudes qu'on avait un peu perdues, je vous l'avoue. Ça fait du bien de avec croiser Jérôme, des vrais on gens. s'était dit que notre précédent salon, c'était le CES de Las Vegas 2020. Donc ça fait un an et demi. Et on est très heureux de reprendre un petit peu une vie quasi normale avec ce salon Vivatech. J'imagine que même pour vous, en tant que porte-parole d'Orange, c'est un soulagement, non? Et c'est vraiment un grand plaisir. C'est le premier salon pour beaucoup de personnes dans la tech. Hein. Les derniers salons, ils ont été beaucoup en numérique, où là, on peut enfin voir des gens en physique, avoir des visiteurs, aller discuter avec les startups. Et c'est ces échanges-là qui sont finalement très enrichissants, passionnants. Et en plus, on a du numérique, c'est-à-dire qu'on a pris le meilleur des deux mondes. Et je crois que ça va nous suivre aussi, parce que ça apporte quelque chose de plus. Mais le numérique, ça ne doit pas tuer le physique, ça doit venir en complément. Et puis rappelons que vous êtes un partenaire de Vivatech depuis le début. Hein. Orange est présent depuis la première édition. Absolument. Alors c'est vrai que Vivatech résonne un peu avec Orange parce que l'innovation, ça vous connaît. Cette année, c'est cap sur la 5G, c'est ça? Oui, 2021, c'est vraiment l'année de la 5G, l'année de l'accélération de la 5G. Il y a eu des lancements en 2020. En 2021, les réseaux se déploient massivement en Europe. Alors ça prend évidemment un petit peu de temps, ça prend quelques mois. Mais on a les réseaux qui sont en train d'être déployés. On voit les annonces de couverture de ville qui se font semaine après semaine. On a l'équipement, et ça c'est très important, parce qu'il faut avoir évidemment le réseau, mais il faut aussi avoir le terminal. Et aujourd'hui, on a déjà plus de la moitié des terminaux qu'on vend aujourd'hui sont des terminaux 5G. D'ici la fin de l'année, ce sera la très très grande majorité qui seront 5G. Et donc on va vraiment vers une accélération de cette 5G et de l'utilisation de la 5G. Juste concernant la construction du réseau, vous dites qu'il y a les terminaux du côté des particuliers, mais est-ce qu'avec cette pénurie de semi-conducteurs, vous avez du matériel pour développer le réseau 5G? Parce qu'on sait que certains opérateurs ont du mal aujourd'hui. Ouais. Alors, effectivement, il y a, vous l'avez dit, une pénurie ou en tout cas une difficulté d'approvisionnement, une tension sur les chipsets au niveau mondial depuis quelques mois et qui risque de durer. On est parti pour au moins jusqu'à l'année prochaine, donc c'est quelque chose qu'on anticipe. Ça impacte beaucoup plus les terminaux que les équipements de réseau, donc on n'a pas de problème sur les équipements de réseau de ce point de vue-là. Donc il n'y aura pas de retard de déploiement à cause de ce problème-là? Non, pas du tout. C'est vraiment plutôt sur les terminaux où il peut y avoir des petites tensions d'approvisionnement. D'ailleurs, pas que sur les chipsets. On voit que Samsung, par exemple, est impacté par la situation sanitaire au Vietnam, qui est l'un des 2 grands pays de production. Et donc, les deux peuvent se combiner pour avoir des impacts, mais qui sont gérables, parce qu'on n'a pas une seule source de fourniture pour les terminaux. Mickaël, juste une question avant de rentrer dans le détail, peut-être ici, avec ces startups qui ont besoin de la 5G pour grandir. Est-ce que vous avez des objectifs de couverture concernant la 5G? Est-ce que vous dites par exemple, fin 2021, on aura 50%, fin 2022? C'est quoi votre calendrier? Alors on n'a pas trop communiqué sur des chiffres précis parce qu'on est quand même dans un domaine concurrentiel et chaque opérateur va à son rythme. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir une majorité de la population couverte
très rapidement, dans les prochains mois, on va dire d'ici un an, pour être un petit peu large, c'est quelque chose qui va aller assez vite et peut-être plus vite que ce qu'on a connu avec les technologies précédentes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle en effet. Avec la vraie 5G aussi, hein, parce que voilà, on ne va pas rentrer dans le débat, mais vous savez qu'il y a la fausse 5G. La 5G sur la bande cœur, celle qui amène de la qualité de service, du débit, de la vraie différence d'expérience client, la bande 3,5 GHz, absolument. Alors, on l'a évoqué, vous accueillez, vous avez amené avec vous, on va dire, ici sur votre stand, énormément de startups, plusieurs dizaines de startups, hein, je crois. Oui, on a 70 startups qu'on amène. Ouais. Alors, on les fait tourner parce que les conditions sanitaires ne nous permettent pas forcément d'avoir tout le monde en même temps, en physique et en digital, parce que chaque startup a aussi la possibilité d'être connectée à distance à travers la plateforme. Et ça, c'est important parce que finalement, le plus innovant avec la 5G, c'est ce que nous en ferons. La technologie, c'est un enabler, mais ce qui compte, c'est les services innovants qu'on va pouvoir bâtir dessus. Et ça, on ne va pas le faire tout seul. On peut développer nos propres innovations, bien entendu, mais on veut aussi travailler avec les startups pour développer ces services pour le grand public. Tout le côté immersif, le sport, les lunettes de réalité virtuelle que vous avez vues, mais aussi beaucoup et d'abord pour l'entreprise, l'industrie 4.0, les transports, la logistique, les smart cities. Et là, on a beaucoup de startups. Vous avez accueilli d'ailleurs, je crois, une start-up qui travaille dans le domaine des jumeaux numériques. Oui, on recevra dans un instant, effectivement. Il y a des start-up qui ont aussi des lunettes pour faire de la maintenance augmentée. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Beaucoup d'entreprises nous demandent pour leurs techniciens d'avoir de la maintenance augmentée. On a des cas de travail déportés aussi grâce à la 5G. Imaginez un conducteur de grue, aujourd'hui il doit monter et descendre, ça prend du temps, il peut y avoir des conditions de sécurité, demain il pourra le faire de manière déportée. On pourra télécommander en fait, c'est ça. Ça sera une super télécommande aussi. Exactement, comme si on y était. Vraiment c'est le côté immersif, c'est comme si on y était. Michael, on a beaucoup reproché en fait de ces derniers mois de l'inutilité de la 5G aujourd'hui parce que finalement la 4G marche bien. Sur un smartphone, ça n'a pas trop de sens de passer à la 5G. C'est ce que vous démontrez le contraire ici à Vivatech. Oui, alors je crois que c'est un peu un faux débat. Il peut y avoir des préoccupations et je crois qu'on doit les entendre. Il y a des préoccupations aujourd'hui dans la société qui disent et finalement, est-ce que le toujours plus de technologie, ça va dans le bon sens? Et donc, il ne faut pas balayer ce débat. Ça peut être légitime aussi, hein, ce type de réflexion. Ça peut être légitime et à la fin, nous, ce qu'on veut avec la 5G, c'est d'amener plus de services en consommant moins d'énergie. Et c'est vraiment ce que permet la 5G. Et il ne faut pas perdre de vue que la 5G, elle va permettre surtout de faire face à la croissance du trafic. On a plus 40%, plus 50% tous les ans de trafic mobile sur le réseau. Et donc, on a besoin de technologies plus performantes. Parce que si on faisait ça en 4G, on n'aurait pas la place et donc il y aurait de la saturation. Et 2, ça consommerait beaucoup trop d'énergie. Et donc, on aurait aussi un problème en matière de consommation énergétique. Alors, vous êtes le directeur de l'innovation. Et justement, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'innover avec cette contrainte environnementale, contrainte sociétale, ce discours effectivement de plus en plus critique vis-à-vis des technologies? C'est moins cool qu'avant, non? Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité. Je crois qu'évidemment, on doit entendre ces messages-là et on doit intégrer la société civile, on doit intégrer les préoccupations sociétales dans nos objectifs. D'ailleurs, nous, on plaide pour une innovation à impact positif aussi pour la société. Et je pense que c'est très important. Pourquoi je dis que c'est une opportunité? Parce que finalement, grâce au numérique, en fait, on peut développer des solutions pour la transition environnementale, des solutions pour l'inclusion, des solutions pour lutter contre la pauvreté. Quelques exemples concrets. Aujourd'hui, quand vous avez une ligne de transport en commun, vous pouvez réaffecter des bus, par exemple, là où il y a du trafic versus là où il n'y en a pas. Quand vous avez de la collecte de containers, vous pouvez, grâce aux objets connectés, également aller collecter uniquement ceux qui sont pleins. Donc vous gagnez en fait énormément en efficacité. Toute l'économie du partage, l'économie collaborative, elle existe grâce au numérique et elle va être amplifiée par la 5G. Et puis l'inclusion, c'est aussi quelque chose de très important. On est très présent en Afrique. On a parfois des lunettes un peu européennes, un peu françaises. Je peux vous dire qu'en Afrique, le développement, il passe par le numérique. À chaque fois qu'on met une antenne dans un village, finalement, c'est vraiment toute une partie de la population qu'on arrive à développer. Et puisqu'on parle de l'Afrique, Michael, est-ce que justement, il y a toujours ce décalage de technologie? Aujourd'hui, lorsque vous développez des réseaux en Afrique, c'est déjà de la 5G ou c'est toujours de la 4G? Aujourd'hui, c'est de la 4G. Il y a toujours traditionnellement un décalage, en général 3-4 ans, parce qu'effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et puis les coûts sont aussi impactants. La bonne nouvelle avec la 5G, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. On est déjà aujourd'hui dans certains pays en train de préparer les zones pilotes
de la 5G. Donc on accélère en Afrique sur la 5G parce que la 5G, c'est un outil de développement économique et c'est bien vu comme ça par les pays et les gouvernements en Afrique. Parfait, merci beaucoup Merci Mickaël. beaucoup Mickaël Trabia, directeur de l'innovation Merci beaucoup. chez Orange. Très bonne journée. On vous souhaite un excellent Vivatech, puisque Vivatech c'est jusqu'à samedi, Samedi avec soir. une journée grand public. Effectivement, samedi, c'est ça la va être journée de samedi, intéressant ouais. de voir un peu comment ça se passe, si du public va venir vous voir. Merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, Jérôme, c'est notre rendez-vous Tech Care. Et oui, Jérôme, notre rendez-vous de Tech Care depuis Vivatech. Et nous allons découvrir une start-up qui s'est spécialisée en fait dans la modélisation des bâtiments. Il s'agit de My Digital Buildings. Avec Anthony Martin-Smith. Bonjour. Bonjour. Bonjour Martine. Co-fondateur. Anthony. Pardon. Non, Martine, c'est pas Mais bon. même c'est moi, pas- par Non. moment, je me trompe. Hein. Ben vous vous trompez. Mais oui, c'est terrible. Et cofondateur donc de My Digital Buildings. Merci d'être avec nous. Merci de nous d'être avec recevoir. nous ici à Vivatech. Vous avez un stand à Vivatech. Il paraît d'ailleurs qu'ils sont en effervescence parce qu'ils attendent la ministre, une ministre, on ne sait pas bien laquelle, mais C'est la mini surprise. voilà, la ministre surprise. Bon, c'est Ça sera important. la meilleure, donc. c'est celle-là. Espérons. Ça c'est sûr. Alors Anthony, présentez-nous un peu My Digital Buildings. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, au départ, My Digital Buildings, c'est le jumeau numérique des bâtiments. Donc, un modèle BIM, des points géométriques 3D, qu'on met, ce qu'on appelle le nuage de points. Et on a superposé à ça des photos à 360 degrés, des photos panoramiques. Mhm. Donc, on vient avec un scanner sur lequel on a un laser qui fait de la télémétrie et donc qui shoot 1 milliard de points à chaque fois qu'on fait des clichés. Et on couple à ça un jeu de données photos 360, ce qui nous permet d'avoir une donnée géométrique et une donnée photographique. Et D'accord. partant de ce constat-là, alors que je travaillais sur l'accessibilité de la gare du Nord 2024, on s'est dit, de là, pourquoi ne pas essayer de travailler sur l'accessibilité au service des déficients visuels, que je suis moi-même. Et Vous êtes totalement non-voyant? oui, quasiment. Il me D'accord. reste 5% de ma vue, c'est-à-dire rien. Je peux même pas apprécier votre beauté. Et du coup, Ça, c'est je ne suis vraiment, pas sûr vous que ratez vous ratiez énormément de quelque chose. choses, je peux vous le dire, vraiment. et donc voilà, on est parti de cette envie-là, de ce constat qu'il y a beaucoup de technologies de localisation et de guidage qui existent aujourd'hui, mais qu'elles reposent sur une infrastructure. Alors que notre approche se veut ne pas s'appuyer sur une infrastructure. On veut s'appuyer sur un modèle numérique que l'on crée et que l'on héberge dans le cloud, puisque de toute façon c'est la tendance. Ouais. Et la technologie de localisation qu'on a travaillée s'appuie sur l'appareil photo du smartphone de l'utilisateur. Les données sont captées en temps réel, sont envoyées à nos serveurs et comparées au référentiel que l'on a. Et donc notre objectif désormais, c'est de faire de la cartographie 3D des bâtiments, comme l'a fait Google à l'époque pour son Google Maps. Numériser les rues, numériser les chemins, les voies, etc. Mais vous, c'est l'intérieur. Et des nous, c'est bâtiments. l'intérieur, parce que les GPS ne passent pas à Eh oui. l'intérieur des bâtiments. Alors Google a numérisé certains intérieurs. Hein. Oui, tout à fait, mais ils l'ont fait sur la base de photos et non sur la base de données géométriques. Le capteur, d'accord. Alors que là, en ayant le modèle géométrique avec tout le nuage de points que l'on a, on a une donnée qui est centimétrique quasiment. Donc on est capable de repérer quelqu'un au centimètre près dans un bâtiment, ce qui n'est pas Waouh. aujourd'hui négligeable. Et ça peut donner naissance à plein de cas d'usage. My Digital Buildings, au départ, les usages, c'est le jumeau numérique au service de la maintenance, le jumeau numérique au service de la construction ou de la rénovation. Je vous donne un cas, par exemple. Vous êtes en pleine conception d'un bâtiment. Vous avez tout d'abord les gars qui vont installer les réseaux gaz, plomberie, électricité. Donc là, on va venir numériser. Et après, on va venir renumériser une fois que les gars auront posé les murs. Ce qui fait que le jour où vous avez besoin d'intervenir sur une vanne spécifique ou sur un nœud électrique, plutôt que de percer n'importe où dans le mur, vous saurez précisément où intervenir parce que vous serez capable de voir ce qu'il y a derrière les murs. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça, c'est top. Donc ça, c'est la technologie de base. Ouais. Et puis maintenant, au service de l'accessibilité, eh bien, c'est pouvoir donner la première orientation à une personne déficiente visuelle. Là, De quelle manière Alors, manière je prends Comment mon smartphone, elle va se déplacer après? je shoote l'environnement autour de moi, Hum, et là, tout de suite, j'ai le retour de ma position qui est faite. D'accord. Et je sais par une description assez exhaustive de ce qu'il y a devant moi, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite, précisément les points d'intérêt qu'il y a autour, qu'on a préalablement indiqués avec l'exploitant du bâtiment.
On a des images là, C'est un super d'illustration. radar en fait. Oui, on pourrait dire ça, que c'est un super radar. On va pouvoir aller récupérer une position d'une poubelle à 14 mètres devant soi, légèrement à gauche. On va pouvoir lui mettre une balise virtuelle dessus et lui dire « Bon, bah, maintenant tu vas me guider jusqu'à cette balise virtuelle ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu les rails podotactiles qu'il y a dans les gares. Eh ben, c'est exactement le même système, si ce n'est que là, le rail est virtuel. Je vais tourner sur moi-même, mon téléphone va vibrer pour me dire que je ne suis pas dans la bonne direction. Et quand je serai pile poil dans l'axe, il ne vibrera plus. D'accord. Et on aura une micro-vibration qui va s'accélérer au fur et à mesure où je m'approche de la poubelle. Et là, on s'est typiquement inspiré de James Bond dans la manière d'approcher une balise cible. C'est vous qui avez fait le film, vous êtes parfait dans ce rôle. Hein. Merci beaucoup. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Anthony? Digital Buildings scanne on va dire les bâtiments. Des bâtiments. Déjà, ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Quel bâtiment est-ce que vous avez scanné? Alors, aujourd'hui, les applications sont principalement dans l'industrie. On a des contrats cadres avec des grands groupes, dont je dois taire le nom pour des raisons de confidentialité, mais où les usages sont par exemple sur des data centers. Alors là, je peux le donner le nom, avec Interxion à Marseille. On a travaillé sur un aéroport en vue de favoriser un petit peu la gestion et le management de l'asset. Et aujourd'hui, ce qu'on a numérisé pour View, pour l'application mobile de localisation et de guidage, c'est Station F notamment. D'accord. Le groupe hospitalier parisien Saint-Joseph et Sainte-Marie, le laboratoire de l'école de management de Grenoble. Et donc là, on est en recherche de nouveaux bâtiments qui voudront bien éprouver notre technologie. On a des bêta-testeurs utiles, des non-voyants et malvoyants qui éprouvent la technologie. Il faut combien de temps pour numériser, par exemple, je ne sais pas moi, un étage, un open space? Alors tout c'est dépend de la taille. Tout l'avantage de la technologie, c'est que ça prend même pas une journée selon si votre bâtiment... alors on considère entre 6 000 et 15 000 m², c'est fait en une journée. Oui, après, ça dépend de si vous avez des choses un peu topographiquement compliquées à gérer, quoi. Mais... Vous n'avez pas numérisé Vivatech? Si, on a numérisé les abords du stand Orange et le stand Orange. D'accord. Mais là, pour le coup, l'usage qu'on en a trouvé était somme toute pas convaincant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et donc, pas assez de monde. Anthony, moi, j'avais une question parce que je me dis que alors, c'est le fait de scanner comme ça et de rendre visible des choses que nous, on ne voit pas grâce à votre service, ça peut intéresser les Apple, les Google. Est-ce que c'est une solution qui existe déjà? Vous avez des concurrents qui font ça? Non, on a des concurrents technologiques, et d'ailleurs que je ne considère pas comme des concurrents, puisqu'aujourd'hui je leur tends la main et je leur dis travaillons ensemble à développer un consortium au service de la mobilité et de l'accessibilité, puisque moi, ma technologie va permettre de faire la première orientation, elle va permettre le guidage, mais au bout de 150 mètres, 200 mètres, il faudra ressortir son smartphone pour que l'appareil photo puisse vous repositionner dans l'espace. Donc moi je trouverais intéressant que dans les lieux où il y a du beacon, plutôt que de redéployer quelque chose de nouveau, on crée une espèce de passerelle entre les techs et la cartographie du bâtiment peut permettre de mutualiser les échanges au même endroit par le principe de l'API. Et les Apple et les Google, évidemment qu'ils aspirent à aller vers ce genre de choses et moi j'aspire à aller vers eux. D'accord. Alors cette application, n'importe qui peut la télécharger? Aujourd'hui non, puisqu'elle est toujours officiellement en bêta-test. On est soutenu financièrement par des associations qui ont une place capitale dans la déficience visuelle aujourd'hui. Je parle en particulier de l'Union nationale pour l'autonomie des déficients visuels qui s'appelle l'UNADEV, qui a vraiment mis un coup d'accélérateur sur le soutien financier, même le soutien à recruter des bêta-testeurs déficients visuels, parce que ma seule expérience ne peut pas suffire à répondre à tous les usages. Bien sûr. À tel point qu'on a développé un module d'assistance vidéo. Vous vous rappelez de Jack Bauer quand il se faisait guider par Chloé O'Brien dans 24 heures chrono? Oui, et ben, bien elle sûr. avait sur son écran le bâtiment et de l'autre côté elle avait la position de Jack Bauer. Là c'est exactement pareil. Et l'idée c'est que les gens qui sont complètement technophobes, il faut quand même leur apporter une solution. Donc avec la caméra de son smartphone, on va pouvoir continuer à l'orienter dans le bâtiment s'il est en échec d'utilisation ou en échec de dysfonctionnement technologique, l'accompagner dans son shopping, dans ses démarches administratives, etc. Et notamment avec les réseaux 5G qui se déploient, on croit qu'on va réussir à réduire la latence considérablement sans devoir passer par une compression d'image qui viendrait altérer nos algorithmes.
Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau business, hein, si on parle du business, il y a plusieurs entrées dans votre service. C'est-à-dire que ça va servir bien sûr pour toutes les personnes déficientes visuelles, mais ça peut intéresser, comme on le disait, des corps de métier qui travaillent dans le bâtiment. Donc finalement, vous avez plusieurs entrées. Vous allez être bientôt milliardaire. I hope so. Non, j'espère. Non, on ne fait pas pour être milliardaire. Moi, au départ, je ne voulais absolument pas me destiner là-dedans. Je suis un multi-entrepreneur et là-dedans, j'ai vu une opportunité de venir répondre à un besoin. Et c'est comme ça qu'on a développé View, cette application de localisation qui d'ailleurs est en création de structure puisque on veut la séparer complètement du giron de My Digital Buildings. Puisqu'il y en a un qui fait de la numérisation et une plateforme de service et qui veut adresser d'autres cas d'usage que la seule localisation. Et nous, on veut vraiment se concentrer sur la localisation indoor et sur les services associés à la mise en accessibilité des ERP, l'ouverture au handicap, et puis comment de ces cas d'usage-là, on peut être inclusif. Moi, ma certitude, ma conviction, c'est que si je suis capable de guider une personne aveugle, je suis capable de guider François Sorel, quoi. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup. Anthony Merci Martin-Smith. par le plateau de Vivatech, cofondateur donc de My Digital Buildings. Et on vous souhaite une bonne fin de salon. On va parler, François, maintenant de smartphones. Ouais. On va s'intéresser aux bébés smartphones, aux tout petits smartphones qui ont la cote, visiblement, peut-être pas si petit que ça, avec Nicolas Lelouch. Et oui, il est avec nous à Vivatech, Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Nico, j'adore la posture de Nicolas sur son jingle. Là, quand jingle, il fait le... il faut vraiment qu'on refasse ce jingle. Non, c'est magnifique. Bah, il avait 12 ans à Le l'époque. boss. C'est pas, la meilleure période de ma vie, capillairement, Pas et du sur plein tout. d'autres choses. Tu es magnifique. Alors, on parle de ces bébés smartphones, enfin des petits téléphones. Engouement pour des petits appareils. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous parler de ça aujourd'hui? Ce qui m'a donné envie de parler de ça, c'est que on a le Asus Zenfone 8 que je viens de tester à la rédaction de 01net, qui est un téléphone qui fait moins de 6 pouces. Et ça, les moins de 6 pouces, on n'en avait pas vu depuis plusieurs années sur le marché. Et il se trouve que, voilà, ce n'est pas un hasard, Apple, avec son iPhone 12 mini, a redonné un petit peu de vie aux bébés smartphones, comme j'aime bien les appeler. Et je trouve ça assez intéressant parce que, voilà, est-ce que c'est un vrai engouement ou est-ce qu'ils sont tous en train de se planter? C'est la question qu'on peut se poser sur ce marché. Alors, il y a combien aujourd'hui? Tous les constructeurs sortent des bébés smartphones? Non, justement, c'est ça qui est intéressant. En soi, la demande... On dit bébé, c'est pocket. Hein, bébé, l'idée, c'est vraiment des téléphones qui s'utilisent à une main. Ce qui n'est plus le cas depuis quelques années. On a eu l'explosion des Galaxy Note en premier. Et aujourd'hui, la norme, c'est au-dessus de 6 pouces, 6,5 pouces. C'est rare d'avoir des petits appareils. Et on peut considérer bébé en dessous des 6 pouces. On va dire ça comme ça. Là, en l'occurrence, la demande, elle existe depuis plusieurs années. Ça fait à chaque fois, sous chaque commentaire de test de 01net, vous verrez des gens qui disent c'est dommage que ce téléphone soit aussi grand, j'aurais adoré l'avoir. Et il y a plein de personnes qui réclament des petits téléphones. Et j'étais le premier à me dire, mais le constructeur qui va sortir un petit appareil va rafler tout sur le marché, ça va être un succès monumental. Il y a eu Apple avec l'iPhone 12 mini. Et quand l'iPhone 12 mini est arrivé, on s'est dit, ça inaugure un retour des petits smartphones. On va voir Xiaomi, Oppo, Huawei, tout le monde va sortir un petit téléphone et ça va être un vrai retour sur ce marché. Et finalement, pas du tout. Et c'est là la question de François est intéressante, c'est qu'en réalité, à part Apple, Google avec les Pixels et le Asus Zenfone, on n'a pas de petits téléphones sur le marché. Et même ces produits-là, c'est vraiment des produits de niche qui ne trouvent pas vraiment en preneur. Je vous donne un exemple plus simple, c'est un sondage de l'Institut Canalys qui quand même est très populaire sur le marché du smartphone, qui sait analyser les tendances, qui dit que sur les 10 téléphones les plus vendus lors de ces derniers trimestres, les 3 premiers, c'est les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, et que le 12 mini n'arrive même pas dans le top 10. Comme quoi, tu vois, il faut se méfier des commentaires sur les réseaux sociaux et sur le web. C'est un peu l'enseignement de tout ça. C'est pour ça que je voulais parler de tout ce sujet. C'est qu'au final, ça va répondre à la question que peut-être beaucoup d'entre vous se posent, à savoir pourquoi il n'y a pas plus de petits téléphones. Parce qu'en fait, la demande, elle est vraiment minuscule. Ce sont des gens qui se parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui se manifestent énormément, mais qui en réalité, qui représentent une petite communauté. Quand on a le choix, on va plutôt opter pour un appareil plus grand parce qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux, sur les services de streaming, et donc on va préférer des plus grands appareils. Il y a quand même une chose aujourd'hui, c'est qu'un petit smartphone, ça veut dire un écran
bord à bord, donc forcément beaucoup plus confortable quand même qu'il y a 10 ans, quoi. Forcément, ah oui, c'est là où il y a une différence, c'est que ce qui est petit aujourd'hui, en réalité a des écrans limite plus grands que les premiers Galaxy Note. Donc on est quand même sur un écart assez considérable. Maintenant, le fait que ce soit petit, vous avez des conséquences qui sont forcément négatives. Un exemple, la batterie, le Asus Zenfone 8 que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé ce produit. Et c'est le premier smartphone Android avec un processeur haut de gamme de petite taille. Donc c'est quand même pas mal parce que ça va s'adresser à des joueurs potentiellement qui ne veulent pas qu'on leur donne un téléphone moins bien, mais qui veulent un petit appareil. Mais le problème, c'est que ce téléphone, il tient quasiment 2 fois moins longtemps qu'un smartphone à peine plus grand. Là, en l'occurrence, j'ai pas terminé une seule fois la journée avec de la batterie, j'ai dû le recharger en cours de route. Donc on a ces limites-là. On sent au final que le marché est assez petit. Je suis pas sûr que le produit d'Asus soit un vrai carton. C'est un pari risqué en tout cas de se dire, c'est ce que dit Asus officiellement. Ils disent, on sait qu'on n'est pas puissant sur le marché du smartphone aujourd'hui. Ça sert à rien de rivaliser avec Samsung et les autres, donc autant se lancer sur un marché où il n'y a personne. C'est pas bête, la question c'est qui va vraiment être intéressé par ce marché. Donc il y a les limites, mais c'est dommage, c'est des bons produits, mais qui malheureusement n'ont pas vraiment de public. Qui dit petit, dit aussi costaud. Alors tu le disais, visiblement ce Asus est tout aussi puissant que les grands modèles. L'iPhone mini est tout aussi puissant que les autres 12. En termes de perf, c'est pareil. En termes de performance, on peut atteindre les mêmes. Après, c'est sur la batterie qu'on va forcément faire des concessions. Et forcément, sur l'arrangement à l'intérieur, par exemple sur l'iPhone 12 mini ou sur le Asus, ça nécessite quelques ajustements techniques. La carte mère, elle est ce qu'on appelle stacked, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs composants empilés les uns sur les autres. Donc, automatiquement, on perd en espace. Pour le reste, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est la batterie qui en pâtit le plus. Moi, l'interrogation que je me fais sur ces petits téléphones, c'est est-ce que le format pliant dont on parle tant avec le Galaxy Z Flip et dont on parle maintenant depuis 2 ou 3 ans dans cette émission, c'est pas celui-là qui va permettre au smartphone pliant de revenir en force. Parce que là, vous allez avoir le meilleur des deux mondes, à savoir un produit qui est grand une fois déplié, qui a du coup une meilleure autonomie parce qu'il va avoir 2 batteries, mais qui au final va de nouveau récupérer l'avantage de pouvoir s'utiliser à une main et de se plier. Encore une fois, c'est le prix qui fera sonner la récré ou pas. C'est le prix qui fera sonner la récré. Après, on parle maintenant d'une conférence fin juillet pour Samsung sur les Galaxy pliants et on raconte que les prix aussi bien pour le Fold et pour le Flip vont être divisés vraiment par rapport au précédent. Donc on pourrait avoir du 1000 € sur du Flip cette année. Mais en ce qui concerne les petits dont on parlait au début, les Asus Zenfone 8, Pixel, etc., est-ce que ces petits appareils sont forcément moins chers? Pas forcément. C'est ça qui est assez intriguant. Généralement, ça va être 100 € de moins que la version plus grande parce qu'il faut quand même faire du marketing là-dessus. Le Zenfone 8, en l'occurrence, il commence à 699 €, ce qui est à peu près le même prix que le Zenfone 7 qui était plus grand. Donc c'est la preuve que, ok, il est moins cher que beaucoup d'autres smartphones haut de gamme, mais c'est pas non plus une rupture immense sur le marché. Et dans le cas des Pixel, c'est des smartphones milieu de gamme. Donc c'est incomparable. Et Apple, c'est en effet l'iPhone 12 le moins cher. Il y a beaucoup de promos en ce moment. J'ai vu il n'y a pas longtemps que la Fnac faisait une vente privée pour déstocker les iPhone 12 mini. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. C'est rare qu'on ait une vente privée sur les iPhones. Mais c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils vont coûter moins cher. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'avec des marques comme Xiaomi ou Oppo qui ont des produits grand écran d'excellente qualité à petit prix avec de l'OLED, tout ça, on est moins cher que ces petits appareils. Donc certes, un iPhone 12 mini est moins cher qu'un iPhone 12, mais il est plus cher qu'un Xiaomi qui va vous offrir des performances à peu près similaires. Donc ça va faire que les grands écrans vont l'emporter chez le consommateur final. Nico, bon, est-ce que c'est une mode, ces petits téléphones, qui va être peut-être remplacé, comme tu disais, par les écrans pliants, ou est-ce que c'est peut-être une nouvelle vague? Il faut peut-être du temps aussi pour que les gens s'habituent, se rendent compte qu'il y a des téléphones plus petits et que ça leur suffit pour leurs usages. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? On peut se poser la question. Moi, je pense malheureusement que parfois dans les nouvelles technologies, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a des comebacks de mode justement. Il y a des produits qui étaient très populaires, qui disparaissent pendant 10 ans et qui reviennent. Et je pensais que ça serait ça sur les petits smartphones et je pense qu'on va passer à côté et que les usages qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones, à l'époque un Galaxy Note, beaucoup de personnes disaient mais c'est affreux, je veux pas de ça dans ma poche, c'est beaucoup trop grand, ça sert à rien. Aujourd'hui c'est standard, y compris les personnes qui ont des petites mains, qui préfèrent mettre le téléphone dans le sac à dos. Un grand téléphone ça leur va. Donc je pense que malheureusement, je me trompe peut-être, mais c'est certainement fini pour les petits téléphones. C'était un bel essai, mais ça va pas passer. Bon, il y avait Tim Cook hier, ici à Vivatech, en tout cas en visio. Personne ne lui a posé la question, mais à ton avis, il y aura un iPhone 13 mini ou pas? Si, la question lui a été posée en plus. Sur le 13 mini? Mini, non, pas mini. Ils l'ont posé sur l'iPhone 30, je crois. Ils l'ont demandé comment sera l'iPhone 30. Il a répondu qu'il sera meilleur que l'iPhone 12. Vraiment, c'est la réponse. C'est un scoop. Belle réponse de Tim Cook, très fort dans tout ça. D'après les rumeurs, et c'est ce qui est intéressant avec Apple, c'est qu'Apple
prévoit tellement en avance les sorties de ces prochains iPhones que le 13 mini est déjà en production et déjà commandé. Donc quoi qu'il arrive, on aura un 13 mini en fin d'année. Oui, parce qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, d'inertie dans les stratégies d'Apple. Exactement. Donc c'est prévu. Il y a peu de chances qu'on ne voit pas de 13 mini. Il y a quand même de grandes chances qu'il soit produit en plus petite quantité que son prédécesseur parce que voilà, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas la demande. Maintenant, ce que racontent les analystes comme Michikyo et toutes les personnes qui sont spécialisées sur Apple, c'est que dès l'année suivante, donc avec les iPhone 14 potentiellement, il n'y aura plus le modèle mini et que le 6,1 pouces sera le plus petit modèle. Eh bien, très bien. Nous suivrons ça avec attention. Merci beaucoup, Nicolas Lelouch. Merci à vous. Merci beaucoup Nico. Et pour terminer ce 01 Hebdo, c'est Jordan Cosino qui a fait le déplacement. Il est venu ici. Il va nous raconter un peu son aussi, Vivatech. d'ailleurs. Et bien sûr Nico aussi. On n'est Nico, pas loin, on trouvera aussi pour De quoi je me mêle, tiens d'ailleurs. Jordan Cosino arrive. Alors François, je ne sais pas exactement parce qu'en fait, je ne sais pas où est Jordan, mais il y a un monsieur de la sécurité qui vient d'arriver. Bonsoir, merci. Oui, je suis là pour la sécurité. Mais en fait, bien. moi, vous m'avez dit venez orange. J'ai pas compris. Il n'y a pas un. Alors, écoute, Alors, oui, mais je pense que explique-lui parce que j'en peux plus moi. Je pense que la J'ai mal com compris le d'Orange message. va t'embaucher parce que là, franchement, c'est cool. Bah, je les salue. Si jamais ils sont là, il y a pas Mais mal c'est de quoi monde. cette tenue, Jordan? Non, bah écoute, j'aidais un peu des gens devant à faire rentrer. Tu sais, il y a du monde à Vivatech pour les gros salons, etc. Je me dis, je vais dépanner quoi, gentiment. Tu es très serviable. Ouais, toujours. mais si je peux dépanner. Bon, tout va bien? C'est bien. Ça, Bon, en tout cas, ça va alors, très bien le gilet. Bon, merci beaucoup. Tu as visité pour nous Vivatech, Évidemment. mais à la façon Jordan. Évidemment, moi j'ai été un peu chercher, tu vois, les trucs auxquels vous n'allez pas forcément penser tout de suite, tu vois. C'est pas forcément mauvais, hein, il y a Non, des très bons trucs, bien sûr, mais ouais. c'est pas les trucs que vous aurez regardé en premier. Moi, je Regarde-le me, comme suis il est sérieux. je me suis Bon, baladé, on se ouais, voit bon voilà. déambuler. Ouais, Tu cherches j'avais des pas trucs encore de le gilet fou. orange, il me l'avait Ouais. pas donné. Non, moi j'ai été voir, je vais vous parler déjà de 3 objets. Oui. Premier objet, c'est une boîte qui s'appelle Baudio, avec un nom qui va vous rappeler quelque chose. Le produit s'appelle l'iPod. Je pense que les avocats de Tim Cook Qu'est-ce sont que comme c'est ça. Ils attendent que ça pète et Ils ont fait ils les attaquent. la visio Je hier. je pense qu'il l'attaque. Je vous explique, en gros, c'est une capsule dans laquelle vous allez rentrer et dedans, ça va être médicalisé. Vous allez avoir plein de choses. Vous allez avoir un capteur pour votre tension, vous allez avoir un capteur pour votre taux d'oxygène dans le sang et vous rentrez dedans, vous allez pouvoir avoir toutes ces mesures, vous allez pouvoir mesurer votre audition, etc. L'idée, c'est pas de se dire quand on a 2 minutes, bon, vas-y, je vais prendre ma tension, hein, c'est pas le projet, c'est potentiellement pour des téléconsultations. Et c'est une cabine de télémédecine. Ouais, je trouve ça incroyable. Mais Enfin, pourquoi iPod? alors le nom, je sais iPod pas, mais Ah je lui bon. dis, mais vous êtes un peu inspiré, non? Non, pas du tout. Bon, bah d'accord. Ça s'appelle iPod avec un A devant. C'est AI, tu vois, genre D'accord. intelligence artificielle en anglais. D'accord. Pod. Donc tu as une version décapotable, hein, qui fait toujours plaisir Ça, pour c'est l'été. Mais tu as une version Ouais, mais quand fermée. il pleut, c'est pas bon. C'est un peu plus chiant. T'as une version fermée si tu veux un truc un peu plus confidentiel, etc. Mais tu peux imaginer plus tard tes consultations Doctolib complètement dans un truc comme ça, tu vois. La machine après te donne des informations. Moi je l'ai testé. Comme vous en doutez, je suis en excellente santé vu mon rythme de vie parfait. C'est vrai. Donc la machine va te donner des informations, elle va pas les analyser pour toi. Elle va te donner les infos et c'est ton médecin qui va les analyser. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Tu as un score santé, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 6,7. Bon, ça veut tout et rien dire, mais ça va te donner, par exemple, ta masse osseuse, ta masse hydrique, tu as plein de capteurs. 6,7 sur 20. Sur 10, non, sur 20. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Il me dit, bon, tant que t'es pas à 3 sur 10, ça va. Bon, ça va. Donc voilà, donc petit produit que je trouvais sympa. Je voulais vous le montrer, c'est peut-être un truc. Mais c'est sérieux, c'est pas un gadget. Ah non, c'est sérieux. Là, ils sont plus dans l'idée de le vendre à des cliniques, à des mairies, potentiellement, tu vois. Et tu pourras aller dans ta mairie faire tes tests. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils analysent tellement de paramètres santé qu'ils arrivent à te faire un petit check-up. Oui, c'est ça, c'est un bilan qui est fourni à ton médecin. Pas mal. Après, tu peux exporter les données via une appli. Il y a même un petit Et tout se encoche. fait automatiquement. Oui, bah alors, il te demande de mettre ton bras, etc. Tu es guidé via l'écran géant. Là, Et c'est bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Je trouvais ça très cool. Tu as tout compris. J'ai même sorti mon pied pour tous ceux qui aiment, qui sont très pieds. Voilà, vous voyez, Ouais, un beau peton. Il paraît qu'ils ont brûlé la cabine. Après, depuis, oui, ils ont dû. Bah oui, Covid, hein, forcément. Donc, non, t'as même une petite encoche pour ta carte vitale. T'as une appli, c'est super bien pensé. Franchement, c'est très cool. Donc voilà, si vous avez français l'occasion, c'est français, toujours français. Bravo, magnifique. On C'est enchaîne. un peu le photomaton du. Oui, de la c'est ça, du santé. futur. Ouais, Mais c'est ça. Et ça prend ta température devant. Enfin, franchement, non, j'ai trouvé le produit très cool. Là, tu vois, Très ça bien, prend ouais. ma tension. Vous voyez, un beau bras oui. aussi. Alors, il y en a plusieurs, hein, ça existe déjà, ça. Hein, sans Oui, vouloir là, ils ont des te concurrents, vexer. mais Ouais, voilà. le fait, là, c'est ceux que j'ai vus là. Mais si tu veux démonter la chronique, il n'y a pas de problème. On Non, enchaîne. tu démontes pas la cabine. Deuxième Je produit. remets Allez, on en y va. perspective. Alors, Deuxième produit, produit. vous prenez, alors ça s'appelle Cookie, vous prenez un Thermomix, vous lui mettez un peu de protéines, vous l'envoyez à la salle et vous avez Cookie en gros. Hein. C'est une immense machine dans laquelle vous allez mettre des ingrédients. Alors visuellement, on est d'accord, il y a du travail à faire. Mais l'idée est très sympa. Vous avez des bacs réfrigérés, dedans vous pouvez mettre des ingrédients. Une personne, n'importe qui peut mettre des ingrédients et ça va vous préparer votre plat devant vous. Sauf qu'on n'est pas sur des plats
on n'est pas sur, il n'y a pas que des pâtes. Par exemple là, ah ouais, il y a du riz aussi. Ouais, voilà, tu vois, il n'y a pas des pâtes, il y a du riz. Sur le salon, ils ont sorti un petit riz, curcuma, citron, quoi. Enfin un truc un peu développé, tu vois. Le but pour eux, c'est de le vendre potentiellement à des restaurants d'entreprise ou mettre ça dans une gare. Faut savoir que là, c'est quand même un prototype. Je crois qu'il y a 4 jours, le truc fonctionnait pas encore. Ils étaient super contents parce que là, ça a fonctionné il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ça marche plus depuis. Et là, depuis que je suis passé, j'ai tout mangé. Il n'y a plus rien en fait. Vous pouvez plus passer. Non, mais même dans un restaurant, ça te fabrique une partie des plats. Tu etc. peux imaginer. Il faut savoir que ça cuit, ça peut faire mijoter. Ils réfléchissent à un moyen de faire couper aussi, que ça puisse te couper les ingrédients. Et vu que tu as des bacs réfrigérés, tu vois, tu peux mettre ta viande, tu peux mettre des trucs. Tu vois, là, ça faisait un peu griller la cacahuète. Franchement, et j'ai goûté à la fin. Alors certes, on va pas se mentir, je vais pas faire l'hypocrite, c'était pas Top Chef non plus, hein, voilà. Mais ça reste bon. Et ça se mange quoi. Il n'y a pas de raison. Oui, pour un truc fait par un robot, c'est cool. Tu peux imaginer peut-être ça dans 10 ans dans une gare à commander ton plat à 5 € ou 6 €. Exactement. C'est frais en fait, c'est ça l'avantage. C'est ça, c'est que tu as tes qu'on se produits. retrouve avec des produits. Et rien n'empêche de mettre des très bons produits. Hein. Si tu veux mettre du caviar dedans, tu peux. C'est pas parce que c'est un robot que ça va être forcément des produits bas de gamme. Donc plutôt cool. Et ça te prépare ça en 2 minutes. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, c'est prometteur, on va dire. Ouais, c'est industriel, c'est B2B. C'est un oui, gros truc. B2B aussi parce que tu vas potentiellement, ça va peut-être te concerner dans quelques temps. Mais t'as envie de désinguer la chronique, j'ai bien compris. Il y a pas du tout. Non, j'aime beaucoup. J'ai bien compris que Jérôme n'était pas avec moi sur ce coup-là. J'aime beaucoup la cuisine robotisée. Exactement. Dernier produit, messieurs. Le dernier produit, c'est un peu mon coup de cœur. C'est pas des Français, c'est des Belges, mais je les aime quand même. J'aime d'autant plus quand c'est des Belges. Pardonne. Je les aime beaucoup. Ça s'appelle Levita. Alors, c'est très simple à montrer. Hein. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est une vitrine qui va te faire voler des objets. Je l'ai vu, je savais que ce serait pour toi. Ah, mais j'adore. Ça, c'est magnifique. Mais ça, j'adore. Alors, j'arrête tout de suite parce qu'on va dire ouais, mais c'est gadget. Alors. Peut-être, c'est une façon de voir les choses. En attendant, je suis passé devant, ça m'a tenu 1 minute 30 à regarder et à être fasciné du truc. Parce que c'est assez inhabituel. Donc c'est fait par des Belges. Le truc, c'est que tu peux imaginer n'importe quoi, tu peux mettre n'importe quoi, potentiellement ton iPhone, etc. Ouais. Le seul truc, faut pas qu'il y ait des pannes de courant, sinon je pense que ça peut être problématique. Et ça flotte dans l'air, quoi. Ouais, ça flotte, tu peux passer ta main au-dessus, en dessous, etc. À terme, tu peux enlever, la remettre, etc. Et je me dis, bon alors, ils sont sur le stand LVMH, ça vise évidemment plus des magasins de luxe, des Dior, des Chanel potentiellement, tu vois. Tu sais comment ça marche ou pas? Alors, il y a deux choses. That's the question. Il se trouve que déjà, ils gardent un peu la techno secrète, ce qui est normal. Il y a des brevets qui sont sortis, mais c'est là où j'allais en venir. Il y a une petite surprise. Il se trouve que les deux fondateurs de la boîte, c'est de la magie. En fait, c'est normal, c'est des magiciens. Mais vraiment, c'était leur métier. Mais je sais, moi je suis passé les voir, ils n'ont pas voulu me dire comment ça marchait. Bah oui, c'est normal, Jérôme. Ils vont pas te dire, bon alors tiens les brevets, tu sais, tu nous avais parlé de ces enceintes qui sont en lévitation, des trucs comme ça, c'est la même système. C'est potentiellement la même techno, il reste un peu discret dessus. Là, c'est quand même très gros, mais à terme, le but c'est de la miniaturiser aussi. Alors pardon, je crois pas, parce que le truc dont tu parles, il y a des aimants, et là il n'y a pas d'aimants. Parce que si tu mets des aimants au-dessus d'une montre électronique, tu vas la flinguer. Je vais te proposer un truc. C'est que, étant donné que c'est des magiciens, je me suis dit, autant finir cette chronique en fanfare. Je vous propose d'accueillir le fondateur. Ah oui, qui va faire un petit tour de magie. J'adore. C'est un peu le plus grand cabaret du monde. Je te laisse venir. Magnifique. Philippe, qui est avec nous, qui est fondateur. Donc c'est un peu Patrick Sébastien en gilet orange, quoi. Salut. Merci Jordan. Je vous présente, c'est quelqu'un, il est génial. C'est Philippe, il vient de Belgique, je l'adore. Alors, moi j'ai un petit truc pour vous, si ça vous dit. Si tu peux lui répondre pour la techno, ce n'est pas des aimants. Ce ne sont pas des aimants. Voilà. Non, ce ne sont pas des aimants parce qu'on travaille avec des marques de montres de luxe et il est interdit dans les marques de luxe de montres d'utiliser des aimants parce que les mécanismes, évidemment, ça risquerait de tout endommager, effectivement. Alors, ils ont une équipe formidable, franchement, ils sont adorables, ils ont été très cool. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas profiter. On a un magicien professionnel qui vous fasse un petit quelque chose. Allez. Je sais pas de quoi tu as besoin, je sais pas ce que tu veux. Vous avez un briquet, quelqu'un? Oui, moi j'ai toujours. Tu me demandes. On fume pas, nous. J'ai remarqué, il est beau son gilet, mais là, par contre, il y a un petit truc qui dépasse, une petite trace comme ça. Bon, c'est sympa, ok. Il est sale. Alors, vas-y, allume le briquet. Oh là là. C'est là où l'émission dérape. Ça me rappelle. On voit la caméra. C'est là où l'émission part si mal. On va peut-être faire, peut-être reculer un tout petit peu le PC, comme ça on verra bien à la caméra, ça vous dérange pas. Il a juste brûlé 3 iPads, c'est pour ça, mais après tout va bien. Exactement. Alors vas-y, tu peux allumer le briquet. Hop, vas-y, allume-le. Voilà, parfois on le montre bien à la caméra. Bienvenue dans la France, un incroyable talent à Vivatech. Un, deux, trois. Voilà, du gel hydroalcoolique, messieurs, c'est super important. Formidable. Pour les alcooliques. Allez, non, je vous ai vraiment amené un petit truc. Cette fois-ci, c'est un peu plus spécial. Vous allez voir, c'est un jeu de cartes. Je vais le déposer juste là. Et François. Oui, c'est moi. Vous allez me dire une carte qui vous passe par la tête. Attention, François, vous êtes d'accord, on n'est pas complices, on se connaît pas, c'est très important. On s'est jamais vu. Il y a 52 cartes. Vous pensez d'abord à une carte en tête, vous l'avez? Oui, je l'ai. Vous l'avez okay, je vais essayer d'adiviner, vous dites la vérité. Hein. Mais la ne mentez pas. François ne ment jamais. Ne mentez pas. Rarement, en fait. François, je vois une carte rouge. Ah non. C'est une carte noire.
C'est une carte d'or. Il est bon, je vous ai pas menti, je vous ai pas menti. Vous savez quoi, François, je peux pas rentrer dans votre esprit, c'est pas vrai, possible. non mais je sais. En revanche, Je vous sais. dans votre esprit pouvez faire quelque chose. Ouais. Vous pouvez retourner la carte et la mettre à l'envers dans votre jeu de cartes imaginaire. Ouais. C'est bon? Et maintenant, on imagine que le jeu de cartes, il est là. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une carte à l'envers. Pour la première fois, François, vous pouvez dire la carte à tout le monde. Allez-y, quelle est la carte que vous avez pensée? L'as de pique. Répétez-le. L'as de pique. La dame de cœur, excellent choix. Bravo, bien joué. Non, allez, l'as de pique, c'est votre choix, François. Vous êtes sûr, Oui, vous ne voulez tout pas à changer. Ok, regardez bien. Je vous montre. Je vous J'ai simplement le. l'impression d'être au CES le de jeu Las cartes. Vegas un peu. Fais des tours de Mais close-up. c'est un petit CES. C'est drôle. dans un cabaret. Mais c'est très bien. C'est Exact. très sympa. Regardez bien, on ouvre le jeu de cartes comme ceci, d'accord? Je vous montre très très vite les cartes. Et si on regarde les cartes, regardez bien, normalement, François, vous avez mis une carte à l'envers dans le jeu de cartes, on va la voir, normalement, j'espère. Et c'est l'as Non. de Oh, pique. qu'est-ce que c'est Excellent, beau. excellent, excellent. Non. Et pour aller plus fort, la France, c'est bleu, blanc, rouge. Ouais. On a le rouge, on a le blanc. Il ne manque plus qu'une chose, c'est le bleu. Oh là 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 là. C'est pas menti, il est très fort. Non mais Voilà. franchement. Mais bon, comment ce il soir, a c'est quand même fait les Belges qui vont gagner ce soir, je vous l'assure, d'accord, ça c'est sûr. Le match de l'Euro, c'est important. Et moi Non, mais aussi, donc- j'avais pensé l'as de pique en plus. Donc voilà, au-delà d'être un très bon magicien, ils ont quand même un concept qui est très cool. Je trouvais ça rigolo. C'était plus pour le Mais côté c'est trop anecdote. mignon, Magnifique, merci Et là, beaucoup, attendez, Philippe. dernière petite chose, ça vous allez voir, on va bien se marrer, vous allez voir, c'est super Philippe fun. Bougard, mesdames, On ne messieurs, l'arrête plus. il fait Allez. les mariages, Vous allez les voir, regardez. communions, sans aucun problème, allez-y. Alors c'est de la magie un peu plus compliquée que ça, vous allez voir. Regardez, ici il y a un petit fait d'aluminium, c'est pour vous Jérôme, prenez la Qu'est-ce que feuille, je fais allez-y, et vous faites une boulette avec, ça va très vite. Je prends la Une feuille, je boulette. fais une boulette. Ça, vous êtes spécialiste en boulettes? Ah oui, Oh, oui. Absolument. surtout père dans le en fils. couscous. Dans le couscous, c'est un spécialiste. Très bien, alors vous avez toujours le feu tout à l'heure, vous pouvez le déposer là, allez-y Jordan, merci. J'ai les mains moites. Alors, j'ai ici la petite épingle, d'accord? Je vais prendre la boulette que vous venez de faire, je la mets comme ceci sur l'épingle. Pourquoi je la mets? C'est pour pas me brûler, vous allez très vite comprendre, regardez bien. À votre avis, C'est si dangereux, ces j'allume trucs, hein. la boulette, est-ce que oui ou non ça brûle? Bah non. En théorie, c'est d'aluminium. Non, je dirais Oui, non. non, oui. Alors d'aluminium ça brûle pas, mais on va quand même regarder. Non. Effectivement, ça ne brûle pas. Hein. Ça Génial. noircit un petit peu, mais ça brûle pas. En revanche, avec la magie, regardez, ça peut brûler. Attention, ça s'appelle l'imagination. C'est pas mal, hein? J'y attendais vraiment en plus. Non, ça va, ok, on veut mieux, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, Alors, ne wow. vous inquiétez pas, j'ai ici le Control Fire, ça marche comme ça, regardez bien. Dans l'autre sens, ça marche aussi, hein, d'accord. Et François, vous pouvez même essayer, allez-y, je vous le passe. Ça marche avec le Bluetooth, hein, nouvelle tech, donc allez-y. Même à distance. Ouais, à distance, regardez, plus vous reculez, mieux ça marche. Putain. Et ça marche, ouais, pas mal du tout. Comment il fait ça? Voilà, mal. comment on fait? Bah, ça, c'est la magie. C'est la Merci magie. à vous. Hein. Il va cramer le micro de 01 TV. Franchement. mais bon. Mais, On ne mais pas toucher, c'est très, fou très ce qu'on peut faire avec la 5G. T'as Non, mais vu, c'est vraiment, c'est Je suis dingue. hein. impressionné. Donc voilà, c'était Philippe. Bon, allez voir quand même ce qu'ils font parce qu'il est très bon magicien, Ouais, mais ils ont une voix ouais. très intéressante. Les vitesses, c'est super, vraiment impressionnant. Vous pouvez venir sur le stand, c'est vraiment génial, vous allez adorer. Les objets volent, vous pouvez les attraper, etc. Donc c'est complètement fou. Bravo. Merci beaucoup, Philippe. Merci Merci beaucoup. à vous, à Voilà. tout à l'heure, merci. Merci. J'espère que ça vous a plu. Cette Ouais. chronique est improbable. Je vous avais dit, ça allait être original. Mais tu sais quoi, c'est très bien. Et puis en plus, Il nous comme la, faut ça Et on a chaque gagné du jour. gel hydroalcoolique, ça c'est cool. comme la dernière de Vivatech, le dernier jour c'est ouvert au grand public, N'hésitez pas. monsieur vraiment. va pouvoir faire ses tours de Ah magie. bah là, je pense qu'il il en a préparé 2-3. C'est cool. En tout cas, vous Voilà. pouvez aller voir cette innovation effectivement Les sur le stand LVMH samedi pour la journée porte ouverte. Merci Jordan. Bah avec grand plaisir, je retourne faire la sécu, j'y vais. Je suis attendu. Vas-y, n'hésite Ouais. pas. Et puis tu vérifies bien les passes sanitaires. Évidemment, hein, s'il te plaît, négatif, hein. tout le monde est négatif. Tu fais voiturier aussi, tu peux aller me chercher Je ma peux- je voiture peux déplacer aussi D'accord. ou je fais Blablacar. Ok, s'il te plaît. Ce 01 Hebdo depuis Vivatech est terminé. Merci de nous avoir suivis. On est ravis bien sûr de vous retrouver chaque semaine. Ta boulette. Et on sera là bien sûr jeudi prochain, Jérôme. hein, Jeudi bien prochain, on évidemment. sera de retour dans nos studios, bien sûr, mais on était ravis eh bien, de vous faire vivre cet événement exceptionnel et peut-être d'ouvrir une nouvelle longue série de 01 Hebdo, Espérons-le. délocalisée, espérons-le. Espérons-le, croisons les doigts. Merci, à très vite. Salut à tous.